Oui, c'est pour ceux du premier rang. C'est parfait. Alors, pour vous parler un petit peu de moi rapidement, j'ai passé, en fait, historiquement, je suis parti 2 ans au Yémen. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Yémen. Le Yémen, c'est au sud du Moyen-Orient. Au Yémen, quand vous y allez, vous pouvez vous balader. Bon, en ce moment, on ne peut pas trop y aller, évidemment. C'est un petit peu compliqué, malheureusement. J'étais de 2006 à 2008. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir sillonner ce pays, des montagnes de Manara aux vallées de l'Hadramaout, de l'île de Socotra, au vallée de Seyhoun, et d'essayer une des pratiques locales qui s'appelle le cat. Le cat, si vous ne connaissez pas, c'est une pratique qui consiste à mâcher une feuille. Ça vous donne l'effet d'avoir une balle de golf nichée dans la joue. Alors si je vous raconte ça, c'est pas pour vous raconter mes vacances. C'est que si je suis parti au Yémen, c'est pour travailler. À l'époque, je suis parti pour travailler dans une petite start-up qui faisait du SMS mobile. D'ailleurs, à l'époque, les téléphones avaient des claviers. En gros, du chat par SMS. Alors, je ne sais pas si... Évidemment, chatter par SMS, quand on est en France, on ne se rend pas forcément compte de l'impact, mais quand vous êtes dans un pays du sud du Moyen-Orient, ça veut dire que vous créez une rupture complète, une rupture sociale, plutôt vous décloisonnez complètement ce qui est un cloisonnement social entre les hommes et les femmes, puisque subitement, les hommes et les femmes peuvent parler. Bien se rendre compte qu'on est dans un pays où le cloisonnement, ça veut dire que dans les magasins, dans les restaurants, dans les mosquées, les hommes et les femmes, dans les transports, les hommes et les femmes sont séparés. Donc forcément, quand vous mettez ce type d'outil dans les mains des utilisateurs, c'est la révolution complète. Donc moi, quand je suis intervenu dans cette startup, mon job, c'était d'être directeur technique. Donc quand je suis arrivé, j'étais directeur technique d'une équipe de 1. Voilà. On démarre modestement. Et donc, quand on travaille sur un service SMS chat, l'objectif, c'est de faire un maximum de SMS. Voilà. Donc, d'augmenter le trafic. Et donc, qui dit augmenter le trafic, dit augmenter les infrastructures, augmenter les fonctionnalités, augmenter les utilisateurs, augmenter la performance, augmenter les équipes, évidemment. Et avec le modèle managérial que j'avais à l'époque, qui était un principe assez simple, c'est le principe du moi, c'est-à-dire moi je décide, moi je fais, moi je choisis, moi j'arbitre. Voilà, c'est très efficace. Ça trouve vite ses limites lorsqu'on arrive effectivement à augmenter les performances. Et quand j'ai commencé à toucher les limites du système, je les ai bien sentis lorsque tout dépendait de moi. Et donc, à un moment donné, je me suis posé cette question de comment faire différemment? Existe-t-il une autre façon de faire? Après quelques investigations sur le net à l'époque, je suis tombé sur un petit bouquin qui existe toujours et que je vous encourage à lire, qui est un livre blanc, gratuit, qui s'appelle Scrum et XP depuis les tranchées, qui est écrit par un Suédois qui s'appelle Henrik Kniberg. Alors, ça m'a littéralement allumé toutes les lumières. Alors, que vous présente cet ouvrage succinctement, ça vous présente une méthode qui s'appelle Scrum et puis 2-3 principes XP. Le principe en Scrum est relativement simple. Tout est organisé tout le travail à faire est organisé dans un backlog. Ce backlog est géré par une personne qu'on va appeler un product owner. Toute la vie en Scrum est organisée de la même manière. Toujours. Il n'y a pas tellement à réfléchir. On a ce qu'on appelle des itérations, c'est-à-dire des cycles, comme c'était présenté dans la vidéo, qui font de 2 à 4 semaines. À chaque fin d'itération, eh bien, on livre ce qu'on appelle un incrément de produit. Quelque chose qui fonctionne en production, qui tourne. Imaginez que vous livrez tous les 15 jours un produit qui fonctionne en production et qui tourne. Ça fait rêver, non? Non? Bon, c'est pas grave.
Moi, ça me faisait rêver à l'époque. Alors, comment on procède quand on est en Scrum? On n'est pas tout seul en tant que Product Owner, on a une équipe de réalisation, des développeurs, de testeurs, tous ceux qui savent faire le produit. Et toutes les activités, toutes les itérations sont structurées toujours de la même manière en Scrum. On démarre forcément par un planning d'itération qui consiste à faire discuter ces gens-là. Tous les jours, il y a une mêlée quotidienne, ce qu'on appelle un daily meeting, qui dure 15 minutes. Et à chaque fin d'itération, il y a cette livraison avec une présentation de ce qui a été réalisé, avec une petite particularité, c'est qu'on présente uniquement ce qui est terminé. Et j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et puis, parce que ça ne se passera jamais comme ça dans la vraie vie, il y a un autre cycle qui est prévu, ce qu'on appelle des rétrospectives, puisque l'enjeu, c'est que cette équipe-là, Product Owner, réalisateur, sous l'observation bienveillante d'une personne qu'on va appeler le Scrum Master, eh bien, va apprendre à s'améliorer en continu. Donc, lorsque j'intègre ce schéma dans mon équipe, c'est une vraie rupture, ça chamboule à peu près tout, à commencer par moi. C'est-à-dire que ma modalité managériale, sur un modèle comme celui-ci, passe d'une modalité descendante, c'est-à-dire moi, je, à une modalité circulaire, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de hiérarchie au sein de l'équipe, nous sommes une équipe tournée vers le même objectif. Alors forcément, quelques années de croyances limitantes et de pratiques qui m'ont conforté dans cette certitude, pas été évident à faire. Ça n'a pas forcément été non plus pour mes collaborateurs, issus d'une culture yéménite, moyen-orientale, où la culture descendante fait aussi partie des modalités. Donc travailler sur une modalité collaborative dans une culture qui ne l'est pas nécessairement, ça a posé aussi quelques questions. Alors le contexte géopolitique ayant évolué, j'ai dû rentrer en France et j'ai creusé mes recherches, enfin j'ai poussé mes recherches et en poussant mes recherches un petit peu plus loin, je suis tombé sur un des piliers, un délivrable fondateur de ce qu'on appelle l'agilité aujourd'hui. Comme ça a été évoqué en introduction, aujourd'hui l'agilité c'est un mot à la mode, on le retrouve partout. En 2019, on va se rassurer, tout le monde est agile. Vous l'êtes déjà tous, donc c'est bon, ça c'est fait. La question c'est qu'est-ce qu'on y met derrière? Ce qu'on peut y mettre derrière, c'est ça. Un manifeste agile pour le développement de logiciels. Et vous avez compris que cette agilité, elle vient de l'informatique. Du coup, est-ce que c'est limité à l'informatique? C'est une des grandes questions aujourd'hui qui se posent. La réponse est évidemment non. Néanmoins, si on s'arrête à ça, il y a un facteur limitant, c'est que c'est écrit logiciel. Donc ce que je vous invite à envisager pour tout le reste de la présentation, c'est que on va remplacer le mot logiciel par produit. Et dès lors que vous remplacez logiciel par produit, tout le champ des usages, tous les champs s'ouvrent à nous. Alors que nous explique ce manifeste? Vous pouvez le lire, il y a 4 valeurs, 12 principes. Les 12 principes, je ne vous les ai pas mis. En substance, c'est très simple. On met ensemble des gens qui vont collaborer quotidiennement, qui vont apprendre à s'améliorer pour délivrer de la valeur le plus rapidement, très simplement. Finalement, ce n'est pas une grande révolution, cette agilité, si on se limite à ça. La plupart des gens trouvent que c'est plutôt du bon sens, finalement. Le bon sens, justement, il nous amène à quoi dans la plupart des organisations? Le bon sens, quand on l'étudie, sur un projet, sur un produit, on part d'une idée. Cette idée qui doit nous amener normalement à la réussite du projet. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre? Comment est-ce que vous vous y prenez? La plupart des organisations, je ne sais pas si c'est votre cas à tous, mais en tout cas, on va définir des étapes. C'est votre cas? Le cadrage. Après le cadrage, on fait un autre truc. Et puis après l'autre truc, on fait une autre étape. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est une démarche logique, structurée, simple,
séquentiel, qui fonctionne. Qui peut fonctionner. Alors cet héritage de phasage, qu'on peut appeler des cycles classiques, des cycles traditionnels, souffre d'un défaut. C'est est-ce que ce modèle-là est capable de supporter la variabilité? Est-ce que ce modèle-là est capable de supporter des changements? Si on regarde un petit peu les typologies de projets auxquels on peut être confrontés les uns et les autres, un projet va s'organiser entre ce que je veux, c'est-à-dire ma connaissance métier, et comment je vais le faire, la maîtrise technique, la maîtrise de l'ingénierie. Dès lors que je maîtrise les deux, on peut facilement comprendre qu'on se retrouve dans un environnement dit simple. Je sais ce que je veux, je sais comment je le veux, je peux programmer, structurer, industrialiser. C'est logique et ces approches-là séquentielles sont les plus efficaces. Si à l'extrême inverse, vous êtes déjà retrouvé dans un environnement, vous ne saviez pas trop ce que vous vouliez et pas trop comment vous alliez le faire, il y a 2-3 sourires, donc a priori ça doit être le cas de quelques personnes. Alors, si vous ne savez pas à quoi ressemble ce type d'environnement, allez voir ceux qui sourient, ils vous expliqueront ce que c'est. Il est probable que vous ayez vécu un truc qui se rapproche du chaos. Mettez des méthodes très structurées, très structurantes, très cadrées, très carrées dans des environnements chaotiques, vous allez voir les tensions supplémentaires que ça va générer. Quand on parle d'agilité, on parle de quoi? On parle de tout cet écosystème de projets intermédiaires, des projets qu'on va appeler des projets complexes. Et l'agilité, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir adresser collectivement des environnements complexes. Alors pour ça, on va toujours partir de notre idée de base. Et le changement radical qu'on va opérer, c'est que plutôt que de réfléchir à ce qu'on veut, on va réfléchir à ce que nos utilisateurs attendent. Alors pour certains, c'est un pléonasme, c'est logique. Pour d'autres, c'est la révolution. Et il y a énormément d'organisations pour qui c'est une vraie révolution. Et plutôt que de travailler en phasage, comme ça, comme on l'a fait, on va travailler sur des cycles très courts. Pas forcément d'ailleurs 15 jours, on peut travailler sur des cycles beaucoup plus courts. Imaginez que vous êtes capable de livrer vos utilisateurs toutes les semaines. On leur livre évidemment pas un produit d'1 an, on leur livre un petit bout de produit. Évidemment, plus vous allez faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Plus vous allez générer des retours. Les gens vont vous dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Plus la feuille de route qu'on avait prévue au départ va bouger, va changer. Donc plus vous faites ça, plus vous augmentez la complexité de votre système. C'est le côté merveilleux de l'agilité. En faisant ça également, on travaille sur le principe fondateur de l'agilité, c'est travailler sur le principe d'essai et d'erreur. Parce qu'évidemment, plus on essaye de mettre en production, plus on essaye de livrer à nos utilisateurs, plus on va augmenter la probabilité de se tromper. Plus on augmente la probabilité de se tromper, plus on va apprendre. Et donc c'est ça le moteur de l'agilité, ce sont ce qu'on appelle des boucles de feedback. Le moteur de l'apprentissage devient le principe d'essai et d'erreur. Donc on va essayer d'accélérer un maximum d'itérations. Alors vous avez compris aussi que pour réussir ça, ce n'est pas simplement qu'une histoire de processus. Et l'agilité ne peut pas se résumer à une histoire de processus. Ceux qui vont être en première ligne pour gérer ça, eh bien, ça va être l'équipe, les humains qui sont au cœur de cette nouvelle façon de fonctionner. Ce qui fait partie qui est un des facteurs de complexité. Et donc la façon de gérer la complexité, le principe d'essai-erreur, vous êtes en environnement complexe, vous avez tout intérêt à augmenter les erreurs que vous faites. Alors il y a d'autres, et là encore, dans le schéma que je décris, on est sur l'échelle de la complexité, on est relativement simple. Parce que si on veut augmenter les facteurs de complexité, si on regarde ça au niveau individuel, il y a une tendance de fond très marquée dans toutes les organisations, quelles qu'elles soient, sur la notion de gestion du temps.
Cette gestion du temps, quand on l'observe au niveau individuel, on observe qu'il y a une parallélisation des tâches. L'être humain a découvert qu'on était capable de paralléliser le travail. Il y en a qui parallélisent le travail ici? Alors si vous ne le faites pas, je vais vous expliquer ce qui se passe chez ceux qui le font. On commence un travail. Et puis on va prendre un principe simple. Vous avez quelqu'un qui vient vous dire bonjour. Vous interrompez votre travail. Derrière, vous essayez de reprendre votre travail, mais en fait, ça vous coûte un petit peu de temps. On l'a tous vécu au moins une fois. Ça s'appelle comment? Faut se remettre dans le dossier. Mais en fait, la personne, quand elle est venue vous voir, elle en a profité pour vous formuler une demande, pour vous poser une question. Comme vous faites preuve de professionnalisme et que vous n'allez pas laisser cette personne en attente, vous allez commencer à travailler sur sa demande. Toi, tu l'as déjà fait. On l'a tous fait. Ce qui serait terrible, ce serait que derrière, on commence à regarder ses mails. Par exemple. Et qu'on ait envie de faire quelque chose de nouveau. Ces actions répétées font qu'on arrive à la fin de la journée avec ce sentiment étrange de n'avoir rien fait. Alors il n'est pas étrange, il est tout à fait réel, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait dans le sens de rien terminer, ou plutôt la somme des choses qui sont commencées au regard de ce qui est terminé, et bien cette balance est complètement déséquilibrée. Ce mécanisme-là, individuellement, on le comprend bien. Mais on peut faire pire. On peut mettre des gens ensemble et leur demander de travailler en équipe. Et suivant les mêmes principes, avoir une équipe qui a donc cette capacité de travail, avec cette capacité de gérer du travail en parallèle, eh bien on va observer des phénomènes. Premier phénomène qu'on observe, c'est que généralement la demande est toujours supérieure à la capacité qu'on a de travail. La bonne nouvelle, c'est que ça nous garantit notre salaire. Vous imaginez la courbe inverse, vous pourriez commencer à chercher du boulot, ce serait dommage. Et donc lorsqu'on met ces principes-là à l'échelle d'une équipe complète, on va observer que finalement, il n'y a pas de corrélation entre la charge estimée et le délai de réalisation. Pour une raison simple, c'est qu'on a oublié de prendre en compte tous les petits temps de reconnexion qui sont plus cette fois-ci au niveau individuel, mais au niveau d'une équipe. Une équipe qui parallélise son travail va prendre plus de temps. Et donc, le système a trouvé une réaction très simple pour être bien sûr que le travail avance. Il suffit de demander à ce que votre travail soit une urgence. Et ça, c'est malin. C'est malin parce qu'en faisant ça, on est sûr que notre travail avance très vite. Alors, ce qui est malin pour soi, et ce dont le système ne se rend pas compte, c'est que ce n'est pas très malin pour les autres. Parce que le prix à payer pour qu'une urgence passe, eh bien, tout simplement, c'est qu'il va falloir que des demandes stagnent dans le système, qu'elles n'avancent pas. Mais comme on est malin, et qu'on n'aime pas quand ça n'avance pas, on va recréer des urgences. Et on va se retrouver dans des systèmes, j'espère que ce n'est pas comme ça chez vous, où tout devient urgent. Parce que la beauté des systèmes, c'est que plus les demandes deviennent urgentes, plus on a un système lent. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez des demandes qui n'avancent jamais. Donc dans le meilleur des cas, vous êtes la demande qui avance en urgence. Dans le pire des cas, vous êtes les demandes qui sont en suspens. Donc on voit bien que tous ces facteurs de complexité sont présents. Et c'est tout ça qu'on va demander à une équipe qui va peut-être empiler les contraintes. Alors cette équipe, quand on parle d'agilité, de tout ça, de tout ce que je viens de vous formuler, elle n'existe pas en autarcie. Une équipe n'est pas déconnectée de son système. Une équipe est généralement
supervisée. Donc elle a généralement un manager ou des managers, ça dépend de l'organisation que vous avez. Quand on parle d'une équipe agile, et pour gérer toutes ces contraintes et tous ces facteurs de complexité, on va lui donner les clés de son autodétermination. On va lui donner la possibilité d'être autogéré, d'être auto-organisé, de décider qui fait quoi, quand, comment et pourquoi. Du coup, les premières personnes qui sont impactées par la mise en place de l'agilité dans les organisations sont 1. Les managers. Parce que du coup, c'est quoi mon rôle, moi, en tant que manager, si les gens ils font tout seuls? Et 2. Les RH. Parce qu'on est en train de dire que du coup, il n'y a plus de chef de projet, par exemple. Ce qui, chez vous, je ne marque pas des points en disant ça, mais la notion de chef de, qu'est-ce qu'elle revêt, qu'est-ce qu'elle intègre? Et donc, ça va re-questionner la façon dont on construit un modèle RH dans les équipes, dans des équipes qui sont des équipes dites horizontales. Donc on voit bien que l'agilité, c'est plus juste une histoire de process, c'est vraiment une histoire de système. Et quand on met en place de l'agilité dans les organisations, on est clair là-dessus, c'est qu'il y a une approche très systémique de la chose. En ayant en tête que tous les systèmes réagissent globalement tous de la même manière, dans le temps. Alors ça, on s'appuie sur les travaux d'une psychothérapeute américaine qui s'appelle Virginia Satir, qui a travaillé dans les années 70 sur les psychothérapies familiales, et qui a posé aujourd'hui les bases de ce qu'on appelle les théories d'accompagnement au changement. Le principe, vous allez voir, est très clair à comprendre. Un système, quel qu'il soit, vit dans un état qu'on appelle un statu quo. Ce statu quo, il est bien, il n'est pas bien, il a un niveau de performance. Arrive un corps étranger, une stimulation externe. Prenons par exemple la mise en place de l'agilité chez APRR. Vraiment par exemple. La première chose qui va se passer face à l'injection d'un stimuli externe, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, la résistance au changement. C'est normal, c'est comme ça. Pourtant, c'est bizarre d'avoir cette approche-là. Parce que lorsqu'on introduit un nouvel outil, une nouvelle approche, une nouvelle philosophie, c'est justement pour dépasser ce statu quo, pour aller vers un autre seuil de performance. Mais le chemin ne sera pas linéaire, malheureusement. Une fois que cette résistance au changement est passée, il y a une phase de dépression. Cette phase de dépression va toucher son seuil lorsque vous êtes au fond, ce qu'on va appeler la vallée du désespoir. La vallée du désespoir, c'est simple, c'est le moment où vous savez tout ce que vous avez perdu, mais vous n'avez toujours pas compris ce que vous avez gagné. Évidemment, tout l'enjeu, il est de travailler sur la construction et l'accompagnement au changement. On ne met pas d'agilité sans savoir qu'on va perturber les repères en place. Alors comment on va s'y prendre? Il y a plusieurs façons de le faire. Vous allez voir que dans l'agilité, il y a toute une approche. On va revoir les modalités pédagogiques, parce que ça, ce sont des sujets très sérieux. On va utiliser des pédagogies, on va beaucoup utiliser les jeux, par exemple le petit énergiseur que je vous ai proposé tout à l'heure, parce que les jeux nous permettent de travailler sur des simulations, des jeux pour comprendre, des jeux pour apprendre, des jeux pour faire, des choses très très ludiques, toujours très interactives. On va travailler sur des modalités visuelles, par exemple la facilitation graphique, ce que je suis en train de faire, pour capter l'attention, capter la participation, stimuler les cerveaux et augmenter la probabilité de mémorisation et d'ancrage. Et puis on va aussi utiliser des pédagogies inversées, par exemple inspirées des techniques de coaching, où on va partir du principe que les équipes ont la plupart des réponses à leurs questions. Donc à la question comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je dois faire, comment je résous le problème, ce sont les gens qui vont s'auto-déterminer là-dessus. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui dans les organisations. Ça a déjà démarré chez vous. Et effectivement, on pourrait le voir uniquement comme une mode. Alors il y a quand même un signal fort qui nous indique que ce qu'on est en train de discuter là n'est pas une mode. Et il suffit de regarder tout ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs, dans les universités, où vous avez en moins de 10 ans en France, l'apparition de l'agilité est datée en 2005, donc moins de 15 ans pardon, vous avez une pénétration d'un module d'agilité dans les parcours pédagogiques qui est quasiment dans toutes les écoles à Bac+5.
Et si vous connaissez des enseignants-chercheurs ou des gens qui travaillent sur la création des cursus pédagogiques dans les universités, ben je peux vous dire, pour faire bouger ces lignes pédagogiques-là, c'est pas simple. Donc comment est-ce que cette nouvelle discipline, pourquoi est-ce qu'elle arrive dans les modalités universitaires? Une hypothèse, c'est la mienne, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est peut-être parce qu'elle répond à un enjeu éducatif auquel on n'a pas été confronté. La première, c'est la notion du travailler ensemble. Le travailler ensemble qui est associé directement à ce besoin de bien-être que chacun va formuler à l'intérieur d'une équipe. Comment est-ce que je peux me sentir bien avec mon équipe et que l'équipe se sente bien avec moi? Parce qu'on travaille également sur la création de valeur. Et que cette agilité, créer de la valeur en bien-être, mais avec des techniques performantes et d'amener les gens à développer leur performance, à créer les conditions de leur performance. C'est un petit peu théorique tout ça. Alors je vais vous donner quelques idées concrètes pour que vous puissiez repartir de cette intervention et que vous puissiez vous aussi commencer à faire des choses ou prolonger ce que vous faites. On va faire un petit framework minimum agile, tout petit. La première chose que je vous invite à faire, vous faites la liste en équipe de ce que vous avez à faire. Et vous lui donnez un ordre. 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous créez, donc là vous listez. Ensuite, vous créez un tableau qui va être organisé en 3 colonnes. À faire, en cours, terminé. Dans ce tableau, que vous allez afficher aux yeux de tous, ce tableau va vous montrer eh bien, tout ce qu'il y a à faire. Et comment est-ce que vous allez le mettre à jour? Eh bien, tout simplement avec une 4e technique, le daily meeting. Tous les jours, vous faites une réunion de synchro avec votre équipe de 15 minutes. Ça paraît beaucoup comme ça, mais en fait, c'est très très court. Une réunion de synchronisation où tous les jours, vous faites le suivi globalement de votre avancée. Vous allez voir que les choses avancent. Et à période régulière, par exemple toutes les semaines ou tous les 15 jours, vous faites une rétrospective. C'est-à-dire vous prenez 1 heure en équipe pour réfléchir à comment est-ce que vous pouvez améliorer ce dispositif-là. Est-ce que vous serez agile avec ça? Alors, ce n'est pas un état. Vous n'aurez pas votre certificat d'agilité. L'agilité, je vous invite plutôt à l'envisager comme un chemin. C'est souvent ce qu'on dit. C'est-à-dire que ça démarre. Ça a déjà démarré, d'ailleurs, chez vous. Vous l'êtes déjà. La question, c'est comment on le construit au fur et à mesure. Et pour ça, vous allez le construire avec votre équipe. Et je vous souhaite un bon chemin vers l'agilité.